Et pour notre grand angle, restons dans les Balkans. Le 17 décembre, le député français au Parlement européen pour le Front National, Jean-François Jalk, a organisé une conférence sur la Serbie et l'Union européenne. TV Liberté était sur place. On a montré une parfaite convergence entre politique d'intégration européenne d'un côté et choix des citoyens de l'autre. Donc Arnaud Gouillon, nous sommes au Parlement européen de Strasbourg. Vous venez de donner une conférence avec d'autres conférenciers au sujet de la thématique de la Serbie et de sa possible intégration à l'Union européenne. Mais vous êtes surtout connu pour être le fondateur de Solidarité Kosovo. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que devient le Kosovo 15 ans après la guerre ? J'ai envie de vous répondre que le Kosovo, 15 ans après la guerre, est toujours dans une situation très compliquée, très difficile d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire pour toutes les populations serbes, chrétiennes du Kosovo qui, malheureusement, en 2014 encore, ne peuvent pas vivre en paix, ne peuvent pas vivre en jouissant de toutes les libertés, de tous les droits fondamentaux que l'on accorde à tous les peuples dans le monde. Les Serbes du Kosovo continuent à vivre dans des enclaves, entourés de fils de fer barbelés, desquels ils ne peuvent sortir sans risquer l'accrochage, sans risquer l'agression. Nous avons terminé en ce mois de novembre 2014 la construction d'un rempart autour du monastère de Visoki Dečani qui a été attaqué, je rappelle c'est un monastère du XIIIe siècle, qui a été attaqué à 5 reprises à l'arme de guerre, aux lance-roquettes, aux lance-grenades, à la Kalachnikov. Et voilà, en 2014, c'est l'association Solidarité Kosovo qui, pour protéger les moines, doit construire un rempart. On est au début du XXIe siècle. Je crois que ce sont des choses, des faits qui font froid dans le dos. Mais est-ce qu'il y a encore des forces armées internationales pour protéger les populations ou essayer de réguler ce pays, si on peut l'appeler ainsi ? Il y a encore des forces internationales, notamment autour des monastères et du monastère de Visoki Dečani, car la situation est toujours instable. Maintenant, l'OTAN, menant des opérations de plus en plus nombreuses et de plus en plus chères, doit faire des économies, et c'est la raison pour laquelle les forces internationales se retirent petit à petit, et c'est la raison de la construction de ce rempart. C'est pour justement pallier à ce manque en termes de sécurité que nous avons érigé une protection supplémentaire. La situation sécuritaire est toujours préoccupante. Ce sont des agressions chaque année, ce sont des pressions exercées contre les populations serbes, contre les réfugiés qui souhaitent revenir vivre sur leur terre. Bref, cela se passe mal et malheureusement personne n'en parle à part nous à Solidarité Kosovo et dans quelques autres médias dont TV Liberté. Je vous remercie aujourd'hui pour cette interview que vous m'accordez. Car c'est un drame et j'ai envie de dire, je l'ai dit tout à l'heure en conférence, on assassine une deuxième fois les Serbes en leur déniant le droit d'être victimes et en ignorant leurs souffrances. Au Kosovo, il y a principalement une minorité serbe au nord du Kosovo, à qui on a refusé le droit elle-même de faire sécession. Quelle est la situation ? Donc là, on n'est pas sur les enclaves dans le reste du territoire. Quelle est la situation au nord ? Est-ce que c'est toujours les forces serbes qui contrôlent les checkpoints ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un État dans l'État ? Quelle est la situation ? C'est un mélange un peu tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nord du Kosovo, on peut y vivre comme en Serbie, on peut payer en dinars, on peut continuer à parler serbe librement sans risquer l'agression, on peut continuer à aller à l'église n'a pas été détruite au nord de la ville. Donc on a un sentiment quand même de sérénité, on se sent bien au nord du Kosovo. L'autre côté de la médaille, c'est que le nord du Kosovo, officiellement, ou en tout cas du point de vue européen et américain, c'est une partie du Kosovo. Et donc ces forces internationales souhaitent mettre en place des structures administratives kosovares, souhaitent que la police du Kosovo gère la vie au nord du Kosovo et donc souhaitent intégrer le nord du Kosovo à Pristina. C'est-à-dire ce que l'on a refusé de faire avec le Kosovo vis-à-vis de Belgrade, on le fait aujourd'hui avec le nord du Kosovo vis-à-vis de Pristina. Donc c'est complètement incompréhensible comme logique, c'est-à-dire qu'on a donné l'indépendance aux Albanais du Kosovo parce qu'ils étaient majoritaires sur une partie donnée du territoire serbe, mais on refuse de donner l'autonomie, l'indépendance ou le rattachement à la Serbie au nord du Kosovo alors que les Serbes sont majoritaires sur cette partie-là. C'est-à-dire que non seulement on a violé le droit international, on a violé le droit historique en reconnaissant l'indépendance du Kosovo, mais en refusant de donner cette indépendance aux Serbes du Nord Kosovo, on refuse et on nie le droit démographique que l'on a accordé aux Albanais du Kosovo. Donc c'est un sentiment de désolation totale pour les populations serbes qui vivent là-haut et qui ne savent pas encore de quoi demain sera fait. Le roi Pierre Ier de Serbie, par exemple, avait été fait chevalier de la Légion d'honneur. Il avait été même à l'école militaire de Saint-Cyr. Il avait d'ailleurs dit
retrouver quelques citations qui sont intéressantes. Il avait dit à l'écrivain Albert Londres, nous devons tout à la France, la Serbie est la fille de la France. Vous voyez que l'attachement qui peut être celui des Serbes à l'égard de la France est un attachement considérable. Quelle est votre première impression au sortir de ce colloque et quelles ont été les motivations pour l'organiser? Je suis très d'abord satisfait de ce colloque et surtout de la qualité des interventions, de la clarté aussi et de la compétence des différents intervenants. Alors comme vous l'avez rappelé, c'est un colloque qui a été organisé sous le haut parrainage non seulement de votre serviteur mais aussi de deux collègues et amis du Parlement, notamment Monsieur Schaffhauser qu'on ne présente plus dans la région de Strasbourg, ainsi qu'un de nos collègues autrichiens. Eh bien, je crois que l'ensemble des participants à ce colloque et des auditeurs aussi ont été extrêmement passionnés par le sujet, parce qu'ils ont bien vu que ça n'était pas du tout un sujet marginal, mais au contraire un sujet qui concerne ou qui peut concerner tous les pays de l'Union européenne. J'en ai donné d'ailleurs un exemple dans mon introduction. C'est un petit peu en rappelant que ce qu'a vécu la Serbie avec le Kosovo, c'est un peu ce que pourrait vivre notre pays si demain, par exemple, une organisation terroriste en Seine-Saint-Denis pratiquant du trafic de drogue au passage, et après avoir commis moult attentats terroristes, décidait finalement de demander l'indépendance de la Seine-Saint-Denis sous prétexte que cette organisation terroriste s'appuie sur une importante communauté musulmane. C'est exactement ce qui s'est passé au Kosovo, et que si cette organisation bénéficiait soudainement du soutien et de l'OTAN et de l'Union européenne pour revendiquer et obtenir son indépendance. Alors, c'est la question que j'ai posée aux autres aussi, mais la Serbie aspire assez fortement quand même à rejoindre l'Union européenne en espérant que ça rendra sa situation meilleure vis-à-vis des problématiques économiques, vis-à-vis des problématiques de corruption qui sont dramatiques dans ces pays. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne serait susceptible d'apporter du positif à la Serbie? Alors, il y a du positif, il y a du négatif, comme disent les paysans. Le problème de la Serbie, c'est que je crois qu'elle est unanime, ou en tout cas beaucoup de gens en Serbie sont unanimes pour dire qu'il ne faut pas que ce soit une alternative. Il ne faut pas que ce soit l'alternative avec deux volets. Un volet où on rejoint l'Union européenne, mais on abandonne en quelque sorte ses prérogatives, sa souveraineté et tout ce qui fait l'identité et les attaches sentimentales qu'on peut avoir avec des pays comme par exemple la Russie, et matériel aussi, et autre élément de l'alternative, finalement, de ne concevoir son avenir que dans l'espace ou dans l'orbite de la Russie. La plupart des Serbes, eux, sont conscients du fait que l'Europe peut leur amener, et la solidarité européenne, et l'attractivité de l'Union européenne peut leur amener du positif, mais ils ne veulent pas que ça se fasse au détriment d'une rupture complète notamment avec la Russie, mais dans le cadre d'un partenariat justement avec la Russie, qu'on respecte en quelque sorte cette autonomie et cette indépendance qui fait le charme, je dirais, de la Serbie. On l'accepte bien de la part de la Grande-Bretagne, qui impose toute une série d'entorses, je dirais, aux règles posées par l'Union européenne. Pourquoi on ne l'accepterait pas pour un pays comme la Serbie? Qu'avez-vous pensé déjà en premier lieu de la conférence dans son ensemble? J'ai une opinion positive sur cette conférence, et je crois que telles conférences peuvent contribuer à obtenir une plus réelle, plus exacte, une vérité de la Serbie, de la politique de Serbie, de l'histoire du peuple serbe, pour pouvoir prendre des jugements plus corrects envers la Serbie et le peuple serbe. Le président Poutine a, entre autres choses, lorsque la Crimée a été annexée par la Russie, a déclaré que la situation du Kosovo
Kosovo avait ouvert un précédent diplomatique et avait dressé un parallèle entre le Kosovo et la Crimée. Que vous inspire cette réflexion qu'avait formulée le président russe Vladimir Poutine? Président Poutine a dit une vérité. Le Kosovo a été un précédent, donc la Charte des Nations Unies, le droit international n'était pas respecté. Le Kosovo a été volé de Serbie, contrairement à la Charte des Nations Unies, et donc c'était contraire au droit international. La Serbie a la même attitude. Donc nous défendons notre intégrité territoriale. Nous sommes aussi pour l'intégrité de tous les autres pays du monde, incluant l'Ukraine aussi. Donc nous n'acceptons pas aucune occupation ou séparation d'un territoire. Mais le Crimée, le problème de Crimée a un autre discours historique que pour ce moment je ne voudrais pas m'expliquer ou élaborer parce qu'il est bien plus complexe. Pour la plupart des personnes, il est évident que le Kosovo est un élément intrinsèque à l'âme du peuple serbe. C'est une terre que les Serbes défendent depuis déjà au moins le XIVe siècle, bien au-delà. C'est une partie de la culture, de l'âme. C'est le haut lieu, le siège du patriarcat de Peć, de l'église serbe. C'est un élément qui est fondamental à l'âme du peuple serbe. La communauté européenne a proposé sa médiation dans le processus de séparation des communautés en Bosnie. Ça se passait à Lisbonne sous l'égide d'un ambassadeur portugais, M. Coutinho. Donc Slobodan Despot, vous êtes écrivain d'origine yougoslave ou serbo-croate si vous préférez. Vous avez publié de nombreux livres depuis plus de 2 décennies sur les guerres des Balkans, sur l'histoire de cette région complexe et souvent mal comprise en Europe. Et là, votre dernier roman vient d'être publié chez Gallimard. C'est un peu une surprise puisque vous n'avez pas forcément toujours rencontré le succès auprès des grands éditeurs. Comment expliquez-vous cette évolution? Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train de changer? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'opère à nouveau vis-à-vis de la Serbie qui a été pendant longtemps, depuis 15 ans, un peu la bête noire de l'Europe? Alors effectivement, moi ça fait 25 ans que j'écris sur ce sujet. D'abord dans le cadre de mon travail aux éditions L'Âge d'Homme à Lausanne et à Paris. Ensuite dans des journaux, des revues, en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur, en tant que journaliste. Et pendant 20 ans, nous avons fait face à une véritable omerta, une véritable fin de non-recevoir des grands médias, des officiels de la culture et même de certains milieux d'opposition, si j'ose dire, parce que ce qui concernait la Serbie, la manière de penser des Serbes, le sort de ce pays, de cette région d'Europe, était couvert d'un épais voile de propagande. Et maintenant, tout d'un coup, ce que je vois, c'est qu'il y a des conférences qui s'organisent ici à Strasbourg, et pas avec des gens qui sont venus pour parler la langue de bois, avec des gens qui ont le franc-parler, qui évoquent les vraies questions. Mon roman, qui est un roman écrit en français, mais qui utilise comme arrière-plan la guerre en ex-Yougoslavie, est paru effectivement chez Gallimard, a eu un beau succès populaire, il y a eu des prix littéraires, et a permis un tout petit peu au public français d'appréhender, par le biais du roman, par le témoignage humain, par le roman, la tragédie, l'immensité de la tragédie qu'a été cette guerre en ex-Yougoslavie. Et puis j'ai l'impression, dans l'ensemble, qu'on est en train de comprendre, si vous voulez, que le conflit yougoslave, la désagrégation de la Yougoslavie, la guerre de désinformation, de propagande et l'escalade militaire qui a accompagné tout ce processus ont été, il y a 20 ans maintenant, les prototypes de ce qui est en train de nous arriver avec l'Irak, la Syrie, avec la Libye et aujourd'hui avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a affaire à un véritable rouleau compresseur. Je dirais que c'est le rouleau compresseur de l'impérialisme américain ou atlantiste,
un Drang nach Osten, une poussée vers l'Est, qui broie tout sur son passage et dont malheureusement, jusqu'à ce jour, l'Union européenne a été plutôt complice qu'elle n'a servi de médiateur ou de contrepoids. Alors que son intérêt, et c'est ce qui ressort du colloque d'aujourd'hui, l'intérêt des nations d'Europe, de l'Union européenne elle-même, est de ne pas servir de supplétif aux Américains, mais d'essayer sur ce continent d'implanter une politique de sécurité, une politique de civilisation qui est propre à l'Europe.